Cette semaine, on va s'intéresser aux discriminants linéaires, donc qui sont les modèles de base, modèles discriminatifs de base à bien comprendre pour pouvoir ensuite voir plusieurs autres modèles qui en découlent. Ça reste quand même des modèles assez classiques et donc on va couvrir quelques-uns de ces modèles-là cette semaine. Puis on va voir des extensions de ceux-ci la semaine prochaine et les suivantes. Pour commencer avec les modèles discriminatifs, on dit généralement qu'il y a deux grandes familles de modèles en apprentissage supervisé. Donc, il y a les modèles génératifs de classement, comme on a vu jusqu'à présent. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est des modèles où on estimait la densité de probabilité, la probabilité a posteriori. Et donc, le classement se base en bonne partie sur la vraisemblance, même avec les approches non paramétriques comme les cas plus proches voisins où ce n'est pas aussi explicite, on peut quand même l'expliquer de cette façon-là. On va chercher la vraisemblance d'une classe selon la donnée. Donc, comme on voit ici, on a vraiment le modèle où on a que la fonction de décision HI correspond au log de la probabilité a posteriori. Donc, si on va dans la suite, on a vu les approches paramétriques, donc en incluant les densités mélanges, où on pouvait mélanger plusieurs densités pour une classe précise, par exemple, et les approches non paramétriques qu'on a vues la semaine passée. Mais il y a une autre famille très importante aussi de modèles qui sont utilisés pour l'apprentissage supervisé, c'est ce qu'on appelle les modèles discriminatifs, où là, on ne veut pas nécessairement chercher à avoir une modélisation probabiliste de la donnée, de la distribution des données. Dans le fond, on dit souvent que c'est une étape qui est superflue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire le classement, de prendre la décision, qui est une décision de discrimination, de discriminer, déterminer la classe à laquelle appartient la donnée. Donc, on s'intéresse à ne trouver qu'une fonction discriminante qui a une certaine paramétrisation ici qu'on va appeler grand phi i. Donc, cette fonction-là n'a pas à avoir une forme où on peut faire une interprétation probabiliste. C'est comme disait Vladimir Vapnik, quand on tente de résoudre un certain problème, on essaie d'éviter de résoudre un problème plus général comme étape intermédiaire. Et donc, on peut dire que les approches génératives, lorsqu'on s'intéresse seulement au classement, c'est une étape supplémentaire, superflue, que de vouloir avoir la modélisation probabiliste. C'est sûr que cette modélisation probabiliste peut être très utile dans certaines circonstances, mais si c'est seulement le classement qui nous intéresse, on n'a pas besoin des probabilités a posteriori. On voudrait avoir seulement la décision qui en découle directement. Donc, pour revenir sur les modèles génératifs, si on suppose, c'est l'exemple qu'on avait présenté, c'est un exemple très simple, si on suppose que nos données sont selon deux classes, puis que chacune de ces classes-là suivent une loi normale avec une moyenne, par exemple, à -2 et à 2. Donc, ça, c'est notre exemple qu'on avait dès le début. C'est un exemple très simple. Donc, on peut voir que la probabilité a posteriori correspondant à ce jeu de données-là à deux classes nous donnerait finalement la fonction en rouge ici, c'est le P de C0 sachant X ici, qui est donné comme ça, et le P de C1 sachant X est donné comme ça ici. Donc, on a nos deux fonctions, fait qu'on sait que la décision qu'on doit prendre, c'est de regarder la probabilité a posteriori, puis de dire, bien, lorsque la probabilité a posteriori de C1 est supérieure à C0, alors on dit que c'est la classe 1, parce c'est plus probable que la donnée provienne de la classe 1. Sinon, ça provient de la classe 0 parce qu'on est en deux classes, donc il n'y a pas d'autre choix. Donc, ça, c'est l'approche générative. Mais l'approche discriminative, dans ce cas-ci, nous dirait, bien, si on regarde ça, c'est quoi le moment? C'est où est-ce que C1 est plus probable que C0? Bien, si on pose un seuil finalement à x égale à 0, on sait que de ce côté-ci, c'est la classe C1 et de ce côté-là, c'est la classe C0. Donc, on a qu'à avoir un seuil sur X. Si X est plus grand que 0, alors c'est 1. Sinon, c'est C0. Donc, avec ce modèle-là, on n'a pas eu besoin d'avoir la probabilité a posteriori, même si elle est très intéressante ici. Elle nous apporte de l'information, mais elle n'est pas nécessaire pour faire le classement. On aurait très bien pu apprendre un modèle qui aurait placé le seuil là, sans passer par l'estimation des probabilités a posteriori. Donc, si on revient à ce qu'on appelle un discriminant linéaire, l'équation est la suivante. Donc, si
on laisse tomber l'idée d'avoir un modèle probabiliste à l'arrière, qu'on a vraiment à l'essence même un discriminant linéaire. C'est une fonction de ce type-là, c'est de sommer, donc pour toutes les dimensions, de dimension 1 jusqu'à D, de faire le poids WIJ, donc le poids pour la classe I. Donc, on est vraiment en contexte d'une classe I ici qu'on veut discriminer des autres. Par exemple, on regarde le poids WIJ, donc le poids associé à la dimension J de la classe I, avec lequel on fait un produit avec XJ, plus le biais WI0, qui est une constante. En une dimension, en deux dimensions, de type, on aurait une forme de type Y égale mx plus b. Donc ça, c'est ce qu'on a, une forme standard qu'on connaît bien, c'est un modèle linéaire. En plusieurs dimensions, on a la sommation devant, donc c'est ce qu'on a ici directement. Donc, cette équation-là, elle va revenir. Vous allez la voir partout dans la présentation cette semaine et même dans la semaine suivante, la semaine prochaine, l'autre semaine. C'est une équation assez simple, vraiment un modèle très simple. Donc, à deux classes, on va ramener ça à une seule équation, sachant que c'est l'une ou l'autre des classes. On n'a pas besoin d'avoir un H1 et un H2. On a tout simplement à avoir un H qui dit que lorsque le H est positif, c'est une classe. Lorsque le H est négatif, c'est l'autre classe. Fait qu'on va dire que ça appartient à C1, par exemple, si H est positif ou égal à 0. Et autrement, c'est C2. Donc, on n'a qu'un seul modèle à apprendre. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un poids qui s'appelle W ici. Donc, au lieu de parler de WI, vu qu'on en a juste un, on a un poids W. Ce poids-là, W, qui est utilisé pour faire le produit avec le X, il détermine en fait l'orientation d'un hyperplan séparateur. Donc, on a un hyperplan qui va couper l'espace. En une dimension, c'est un seuil. En deux dimensions, on a vraiment une droite. Puis en trois dimensions, c'est un hyperplan. Qui va trancher l'espace en deux. D'un côté de l'hyperplan, c'est une classe. De l'autre côté, c'est l'autre classe. Et l'orientation de ce plan-là dans l'espace est déterminée par le W, alors que le biais W0 nous donne la position de l'hyperplan par rapport dans l'espace d'entrée. Donc, on a une orientation. Maintenant, c'est de savoir où est-ce que ça se positionne dans notre espace directement. Avec ce vecteur W, ce scalaire W0, on est en mesure de positionner le tout. Donc, la géométrie ressemble à ça. Ici, on est en deux dimensions. On a X1 et X2. Donc là, on a notre hyperplan séparateur qui est le truc en rouge ici. Donc, on voit que selon notre configuration, on sépare ça. Et donc, tout ce qui est de ce côté-ci, donc avec un H plus grand que 0, c'est la classe C1, par exemple. Et tout ce qui est de l'autre côté, de ce côté-là, avec un H plus petit que 0, c'est C2 ou C0 selon, peu importe. Donc, la séparation se fait comme ça. Maintenant, si on regarde plus attentivement, ce qu'on voit, c'est que le vecteur W ici, il est normal à l'hyperplan séparateur. Donc, si on regarde seulement la direction du W, ça va nous donner directement l'orientation ici de la droite, puis en plus grande dimensionnalité de l'hyperplan. Maintenant, la distance entre l'origine qui est ici et l'hyperplan correspond à W0 divisé par la norme de W. Donc, si W est unitaire, par exemple, si c'est un vecteur unitaire, ça serait directement W0 qui nous donne la distance de l'hyperplan de la droite, ici en 2D, de l'origine. Si W n'est pas unitaire, on normalise par la norme de W, donc la somme des valeurs de W au carré. Et sinon, si on a un certain X ici, c'est une donnée qu'on veut classer. Donc, ce X-là est à une certaine distance de l'hyperplan. Mais cette distance-là correspond à valeur absolue de H, donc H divisé par la norme de W. Donc, ça, c'est seulement la distance, puis le signe de H nous dit de quel côté on se trouve. Donc, ça nous donne la distance de notre X à l'hyperplan. Donc, si le X était sur l'hyperplan, ça donnerait une distance de 0. Puis s'il est loin, ça dépend de la norme de W, mais ça va nous donner une idée un peu de notre distance selon la valeur de H divisé par la norme de W.